Bonjour, Stéphane Tournou, chargé de planification à la DDT de l'Isère au service aménagement Sud-Est. Pour cette présentation de la démarche de projet, je commencerai par quelques préalables avant de poursuivre sur certains outils nécessaires à l'urbanisme de projet. Le choix du mode de réalisation d'une opération d'urbanisme est directement conditionné par l'équilibre économique de l'opération, son positionnement sur le marché, son équilibre entre les coûts d'aménagement et son prix de vente, par le degré d'implication que la commune souhaite avoir dans le déroulé de l'opération. Par exemple, est-ce qu'elle souhaite acquérir le foncier ou réaliser des équipements permettant de desservir la zone? Enfin, il faut connaître la nature des équipements qui sont nécessaires à l'opération. Y a-t-il des réseaux ou des voiries à réaliser pour permettre de construire? Et enfin, de nombreux éléments conjoncturels comme la dureté foncière, est-ce que les propriétaires sont vendeurs ou non, le terrain est-il ouvert à l'urbanisation, y a-t-il des risques naturels, des servitudes existantes, et enfin y a-t-il des opérateurs actifs sur le marché, est-ce que des lotisseurs ou des porteurs de projets se sont déjà manifestés. Il n'y a pas de solution unique dans la démarche de projet. La boîte à outils en matière d'aménagement pourrait se diviser en 4 thématiques. Tout d'abord, les outils du PLU, qui sont mobilisables dans le cadre de l'élaboration, de la révision ou même de la modification du document d'urbanisme. On trouve par exemple les orientations d'aménagement de programmation, les emplacements réservés, ou encore le règlement écrit ou graphique du PLU. On a après les outils pour permettre la maîtrise du foncier nécessaire à l'opération, avec par exemple la déclaration d'utilité publique, le droit de préemption ou tout simplement l'acquisition amiable. Ensuite, les outils financiers qui sont mobilisables pour les équipements publics nécessaires à l'opération, comme la taxe d'aménagement ou la taxe d'aménagement majorée, la convention de projet urbain partenarial, qui constituent des outils permettant de faire prendre en charge une partie ou la totalité du coût des équipements publics de la zone. Enfin, les procédures et autorisations du droit des sols, que sont les autorisations de diviser ou de construire. On trouve par exemple le permis de construire, la déclaration préalable ou le permis d'aménager. Je détaillerai certains de ces outils dans la suite de la présentation. La constructibilité d'un terrain repose sur 3 critères. La constructibilité juridique, le terrain est-il classé en zone constructible du PLU? Et s'il n'y a pas de PLU, est-ce que le terrain est dans la partie actuellement urbanisée de la commune? Y a-t-il des risques naturels qui grèvent les terrains? Des protections particulières comme des espaces boisés classés ou des périmètres de captage, etc. On a ensuite la constructibilité technique. Le terrain est-il desservi par une voie et des réseaux publics? Si oui, est-ce qu'ils ont la capacité suffisante pour accueillir les futures constructions? Et enfin, si ce n'est pas le cas, est-ce que ces réseaux et voiries peuvent techniquement être réalisés? Et enfin, il y a la constructibilité financière. En cas d'inexistence ou d'insuffisance de ces voiries et réseaux, il faut se poser la question de qui fait les travaux, qui doit faire les travaux, qui peut les faire, et surtout qui les paye. Dernier préalable, il faut faire la distinction entre les équipements propres et les équipements publics, ce qui doit permettre d'imaginer à terme le montage opérationnel du secteur. Un équipement propre relève de la compétence de l'aménageur ou du constructeur. C'est lui qui les réalise et les paye en totalité. Le Conseil d'État qualifie d'équipement propre à un lotissement celui qui ne dessert que ce seul lotissement. En aucun cas, l'équipement réalisé qui permet de desservir un autre lotissement ou une autre construction ne peut être considéré comme un équipement propre. Quant à l'équipement public, il relève de la maîtrise d'ouvrage de la collectivité, de la commune ou de l'EPCI,
et c'est à la collectivité de le financer. Si un équipement est dimensionné pour répondre à des besoins supérieurs à une ou plusieurs opérations, il ne peut être considéré que comme un équipement public. Et aucune procédure d'aménagement en dehors de la zone d'aménagement concerté, la ZAC, ne permet d'en confier la maîtrise d'ouvrage à un promoteur ou à un aménageur privé. Sur la photo, on a une voirie de lotissement en impasse qui dessert 100% des constructions du lotissement et que ce lotissement. C'est donc un équipement propre. Il n'y a pas de lien avec le reste de la commune. C'est un lotissement replié sur lui-même. Sur le dessin, en revanche, on a une voirie traversante qui dessert bien entendu le lotissement, mais pas que. Elle permettra de desservir ultérieurement une opération, certainement ici, et au moins les deux terrains de part et d'autre. Donc manifestement, cette opération ne peut être que publique. Passons maintenant aux outils du PLU. Donc les outils du PLU, on a la définition des zones. Les zones U et AU, qui dépendent principalement de leur niveau d'équipement. Les zones urbaines, dites U, correspondent au secteur déjà urbanisé de la commune et où les équipements et les voiries sont suffisants pour admettre de nouvelles constructions. On a ensuite les zones AU, A urbanisées. Ces zones sont des secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation à plus ou moins long terme. Il faut faire le distinguo entre les zones AU constructibles, dont les équipements sont présents à la périphérie immédiate de la zone. Ils existent et ils sont suffisants pour desservir les futures constructions. Et après, on a les zones AU inconstructibles, que l'on appelle aussi AU strict, où les équipements ne permettent pas de desservir les futures constructions. Elles sont donc inconstructibles. Il est à noter qu'une orientation d'aménagement et de programmation est obligatoire sur les AU constructibles. Ces zones AU constructibles peuvent être urbanisées de deux façons. Soit globalement, lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, c'est-à-dire qu'il n'y aura qu'un seul permis d'aménager ou qu'un seul permis de construire sur l'ensemble de la zone. Et l'autre façon, plus progressive, au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, c'est-à-dire que les permis de construire pourront être accordés au fil de l'eau, en fonction de la réalisation de la voirie et des réseaux à l'intérieur de cette zone AU. Autre outil du PLU, les OAP, les orientations d'aménagement et de programmation. C'est un outil qui est mieux adapté que le règlement pour traduire certains enjeux et favoriser un urbanisme de projet. Les OAP sectorielles s'appliquent sur des quartiers ou des secteurs et elles déclinent des objectifs d'aménagement qui sont une traduction territorialisée du PADD. À la différence du règlement, les projets n'ont pas à être conformes, mais seulement compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation. Il y a une grande liberté de forme et de contenu de rédaction des OAP, mais il faut plutôt des orientations et non des prescriptions, sinon on aurait recours au règlement. Les orientations doivent être par contre cohérentes avec le règlement. Elles sont complémentaires. Il faut éviter les indications chiffrées trop précises, sinon ça fait référence plutôt au règlement, et préconiser plutôt des orientations qualitatives, des objectifs à atteindre. Elles permettent de dessiner les principales liaisons et non des tracés précis, sous forme de schémas d'aménagement qui précisent les principales caractéristiques des voies
et des espaces publics. Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent porter sur des secteurs plus ou moins importants. Elles comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements, et en zone de montagne sur les unités touristiques nouvelles. Le périmètre en fait de l'OAP doit figurer au règlement graphique. Dans les orientations d'aménagement et de programmation, le P correspond au volet programmatique. Elles peuvent donc prévoir, par exemple, un pourcentage de construction qui soit opéré en renouvellement urbain, ou encore programmer des voies ou des espaces publics dont la réalisation est certaine, et puis comporter un échéancier prévisionnel d'ouverture à l'urbanisation de ces zones en fonction de la réalisation de certains équipements publics correspondants. La question du chiffrage des OAP me semble indispensable pour permettre à la commune de décider véritablement du choix des modalités d'urbanisation du secteur, surtout s'il y a des équipements publics à réaliser, et permettre ainsi de connaître son engagement financier dans l'opération et vérifier la réelle faisabilité du projet. D'un point de vue légal, le chiffrage n'est intégré dans aucune pièce du PLU. Il servira néanmoins de base à la détermination d'une taxe d'aménagement majorée, si besoin. Autre outil du PLU, l'emplacement réservé et la servitude de prélocalisation. Un emplacement réservé peut se définir comme une servitude affectant un terrain en vue de le réserver à une destination future d'utilité publique et d'en limiter la constructibilité. Il y a 4 formes ou 4 finalités d'emplacement réservé: la réalisation de voies et d'ouvrages publics, la réalisation d'installations d'intérêt général, la réalisation d'espaces verts ou d'espaces nécessaires en continuité écologique, et enfin la réalisation, mais qu'en zone urbaine ou à urbaniser, de programmes de logement avec des objectifs de mixité sociale. Le bénéficiaire de l'emplacement réservé est tenu par sa destination projetée. Il ne peut réaliser que l'ouvrage ou l'installation prévue par l'emplacement réservé, et rien d'autre. Le PLU peut également délimiter un périmètre d'attente de projet d'aménagement global, c'est-à-dire un périmètre à l'intérieur duquel des études sont nécessaires à la définition de l'aménagement. Ce périmètre d'attente de projet gèle la constructibilité, mais il est limité à 5 ans. Enfin, il y a un outil plus souple que l'emplacement réservé, c'est la servitude de prélocalisation. Mais attention, à la différence de l'emplacement réservé, il n'est possible qu'en zone U et AU du PLU. L'emplacement réservé, ou la servitude de prélocalisation, ouvre par contre droit au droit de délaissement. C'est-à-dire que le propriétaire qui est grévé, dont le terrain est grévé, peut mettre en demeure la collectivité ou le bénéficiaire de l'emplacement réservé d'acquérir le foncier. Et donc le bénéficiaire et le propriétaire disposent alors d'un délai d'1 an pour se mettre d'accord et trouver un compromis sur le prix de vente. Maintenant, les outils financiers de l'aménagement. Depuis la loi SRU de 2000, le financement par le privé des équipements publics est interdit. On ne peut plus faire financer une voirie ou une extension de réseau public. Le Code de l'urbanisme précise qu'en vue de financer les actions et opérations d'urbanisme, les communes, voire les établissements publics de coopération intercommunale, perçoivent une taxe d'aménagement. Donc la taxe d'aménagement, elle est fixée par délibération. Attention, il y a lieu de délibérer avant le 30 novembre de l'année N pour que le taux soit applicable en janvier de l'année suivante.
Le mode de calcul de cette taxe d'aménagement, c'est la surface taxable de l'opération. Par exemple, pour une construction individuelle, la surface de plancher de la maison, fois une valeur forfaitaire qui est fixée annuellement au niveau national et multipliée par le taux. Donc le taux est 5% sur l'ensemble de 5% maximum sur l'ensemble de la commune, fixé par délibération. On a également une taxe d'aménagement majorée qui peut être mise en œuvre sur un secteur donné pour financer des équipements publics supérieurs à ce que pourrait rapporter une taxe d'aménagement classique. Les modalités, par contre, de fixation de cette taxe d'aménagement majorée, elles se font par délibération, mais une délibération motivée, qui doit justifier du financement, que le financement respecte les principes généraux du financement des équipements publics. Ensuite, on a le projet urbain partenarial, la convention de projet urbain partenarial. Lorsque une ou plusieurs opérations d'aménagement ou de construction nécessitent la réalisation d'équipements autres que les équipements propres, une convention de projet urbain partenarial peut être mise en place pour financer ces équipements publics. Le PUP n'est possible que dans les zones U et AU des PLU. Il est interdit dans les zones agricoles ou naturelles et dans les communes qui ne disposent pas de PLU ou anciennement de POS. Le PUP est possible en cas d'une ou plusieurs opérations de construction ou d'aménagement. Il permet de financer l'ensemble des équipements publics dès lors qu'ils sont directement nécessaires aux besoins des futurs habitants et qu'ils n'excèdent pas leurs besoins. C'est le lien de proportionnalité. Seule la collectivité peut assurer la maîtrise d'ouvrage des équipements publics. La participation prévue dans la convention de PUP ne peut être acquittée que sous forme de contribution financière ou d'apport de terrain. En aucun cas, le promoteur ou l'aménageur ne pourra réaliser les travaux d'équipement public. Le périmètre ou les périmètres de la convention de PUP est obligatoirement joint à la convention et sera porté en annexe du PLU. Comme il y a une participation ponctuelle prévue par cette convention, il peut y avoir une exclusion de la taxe d'aménagement jusqu'à 10 ans, mais c'est un maximum. Ce schéma doit permettre de se poser les questions nécessaires pour déterminer l'implication de la commune en termes de foncier. Alors en bleu, on a les questionnements, en vert, l'implication communale, et en rose, l'intervention privée. Par exemple, est-ce que si la collectivité ne maîtrise pas son foncier, il peut y avoir une opération qui est encadrée par le PLU. S'il y a des équipements publics à réaliser sur ce secteur, si oui, implication de la collectivité pour la réalisation de ces équipements publics. S'il n'y a pas d'équipement public, c'est-à-dire que des équipements propres, l'opération est directement réalisée par le privé, mais encadrée par le PLU. Les règles, l'OAP et le règlement par exemple. Enfin, les derniers outils de l'urbanisme correspondent aux procédures et autorisations du droit des sols. Je vais décrire rapidement ces outils. Le permis de construire, c'est l'acte administratif qui autorise la construction, la rénovation ou la transformation d'un bâtiment à usage d'habitation, industriel ou autre. On a ensuite les procédures de lotissement qui correspondent aux procédures de division foncière en vue de construire. Un lotissement peut être réalisé de deux façons, soit par le permis d'aménager,
lorsqu'il y a des réseaux et des espaces communs. C'est ce qu'on peut voir en fait sur le petit dessin. On a une voirie qui dessert 4 lots, et donc cette voirie en T est un équipement commun aux 4 lots. Donc la procédure, c'est le permis d'aménager. Où on a la déclaration préalable, on n'a pas d'équipement commun. Le terrain est divisé en 4 lots qui sont directement desservis par la voirie existante et les réseaux existants ici. Et donc, la procédure de division, c'est uniquement une déclaration préalable. On a ensuite le PC division, le permis de construire valant division. À la différence du lotissement ou de la division foncière, où la division foncière précède l'opération de construction, le PC valant division concerne la construction de plusieurs bâtiments sur une ou plusieurs unités foncières qui doivent faire l'objet d'une division avant l'achèvement de l'ensemble du projet. L'objet du PC division est d'autoriser en une seule et même décision l'ensemble des équipements des terrains, leur division et la réalisation du groupe de construction. Et enfin, on peut avoir les associations foncières urbaines qui permettent aux propriétaires privés de se regrouper pour réaliser eux-mêmes l'aménagement. Les affûts peuvent avoir différents objets, dont notamment le remembrement des parcelles, qui est de loin le plus utilisé. Voilà, la démarche de projet est donc un savant mélange de tous ces outils pour aboutir sur l'urbanisation d'un secteur. Merci de votre attention.